J'ai le plaisir d'accueillir pour débattre sur Jusqu'où aller pour réussir Isabelle de Mongeau et Pierre-Emmanuel Luneau d'Aurignac. Bonjour Isabelle, Bonjour, Olivier. bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour à tous. Donc Isabelle de Mongeau, vous avez été joueuse de tennis professionnelle dans les années 80 et 90 avec un palmarès bien fourni, championne de France en simple en 1989, 9 titres en double dame, hein. Vous avez fait beaucoup de double dame et de double mixte. Vous avez participé à deux Jeux Olympiques, Séoul en 88 et Barcelone en 92. Vous avez également fait de nombreux grands chelems que l'on connaît tous, et surtout le huitième de finale à Wimbledon contre votre favorite, Martina Navratilova, qui était en 1986. Et puis surtout en 2007, vous avez écrit un ouvrage, Service volé, que vous pouvez retrouver chez Michel Lafon et que je vous conseille de lire. Et c'est à partir de ce moment-là où vous avez, et c'est là où on s'est connu Isabelle, vous avez fait en sorte qu'un groupe de travail se mette en place au ministère de la Jeunesse et des Sports à partir de 2008. Et enfin, depuis quelques temps, ou quelques mois même, ou quelques semaines, depuis la présidence de Gilles Moreton à la tête de la Fédération française de tennis, vous êtes référente sur les violences sexuelles. Pierre-Emmanuel Luneau d'Aurignac, vous êtes journaliste d'investigation, réalisateur de nombreux documentaires. Vous travaillez sur les violences sexuelles depuis à peu près la même année que la sortie de l'ouvrage, d'ailleurs, en 2007, avec un reportage qui, je crois, a fait la plus grosse audience, d'ailleurs, d'envoyé spécial. C'est vrai. Carton rouge des abus sexuels dans le sport, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, Pierre-Emmanuel, Ah non, c'est ça. qui a été diffusé en 2009 et dont je me souviens, c'était juste au moment où on travaillait avec Isabelle sur le groupe de travail. Et un documentaire un peu plus récent qui a été diffusé sur Arte je crois que c'était en septembre 2020, il y a quelques mois, Violence sexuelle dans le sport. Et vous venez de sortir un ouvrage que je vous recommande bien sûr, L'entraîneur et l'enfant chez l'éditeur Seuil, qui vient très bien compléter le reportage documentaire qui a été diffusé sur Arte. Alors, jusqu'où aller pour réussir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment venir compléter les précédentes interventions. Et je vais m'appuyer dès le départ sur certainement la plus grosse étude qui a été réalisée, qui a été publiée en 2016 par Tine Vertomen, qui est une étude sur 4000 adultes, néerlandaises et belges, hein, l'étude, qui montre et qui portait sur les violences de tout genre, mais il y a deux chiffres vraiment très importants, et je sais que c'est des chiffres dont même Pierre-Emmanuel encore aujourd'hui a du mal à croire. 14%, une personne sur sept interrogée a présenté des violences sexuelles. Alors quand on parle de violences sexuelles, ce ne sont pas que des viols, hein, c'est de l'harcèlement, c'est des vidéos, c'est des agressions sexuelles de tout genre. Et surtout, 30% sont concernés à partir du moment où on tombe dans le haut niveau. Donc cette notion de haut niveau, cette notion de réussite, bah, ça tombe tout à fait sur le débat qu'on a aujourd'hui, jusqu'à aller pour réussir. Isabelle, on va lancer les débats avec Isabelle. Dans votre bouquin et sur le chapitre Sacrifice, donc votre idole c'est Martina Navratilova que vous avez rencontrée en 86 et elle sort un ouvrage, Martina raconte Navratilova, en 86 d'ailleurs, et là, vous découvrez que ben, il n'y a pas que le sacrifice dans le tennis. Elle boit des bières, elle a des baisers déjà avec certains garçons. Alors que vous êtes totalement déjà dans le sacrifice dans le tennis professionnel. Oui, c'est évidemment qu'en 86, je suis déjà dans les hautes sphères. Mais avant, j'ai débuté dans le tennis quand même loisir au tout départ, où en fait, pour moi, le tennis professionnel est arrivé après. Mais c'est une passion, c'est quelque chose qui s'est passé en moi, une forme de bien-être que j'ai eu en tapant dans une balle. J'ai vu des règles du jeu, j'ai vu un arbitre, j'ai vu des joueurs qui se tenaient bien sur un terrain. Et c'est tout ça qui m'a, en tout cas, donné envie de m'engager totalement dans le tennis. Euh, j'ai tout donné. Alors au début, on se prend au jeu forcément parce qu'on crée des liens, parce qu'il y a des copines, il y a des joueuses, puis après ça devient des adversaires, puis ce sont des partenaires d'entraînement. Et forcément, bah, on arrive à un moment où bah, on est lié totalement et on porte en fait, on ne vit plus que pour ça. Et à un moment donné, on ne vous autorise plus rien.
C'est-à-dire que tout vous est interdit jusqu'à ne pas pouvoir aller au cinéma avec une copine, ne pas pouvoir continuer dévaler les pentes de ski. Malheureusement, je faisais même du skateboard où j'avais été championne de France, on m'a demandé d'arrêter. Donc forcément, à un moment donné, on se rend compte qu'on est totalement sous emprise et on n'a plus véritablement de vie. C'est une vie que pour le tennis et l'entraînement. Et ce sacrifice, ce don de soi quelque part, hein, un don de soi à la fois à l'entraîneur, à la fois à votre passion qui est le tennis, c'est arrivé progressivement ou c'est quelque chose qui a été plutôt rapide? Moi, c'est allé assez rapidement, puisqu'en 4 ans, moi, je suis montée en première série. Donc, forcément, il y a eu beaucoup de compétitions, beaucoup de matchs, beaucoup de victoires. Des qualités certaines, certainement, mais un coach qui me disait qu'il était indispensable à ma progression et que si je ne suivais pas, en tout cas, ses directives, ben, je ne serais plus rien. Donc, en fait, quand je gagnais, c'était grâce à lui. Quand je perdais, j'étais nulle. Voilà, donc forcément, à un moment donné, on a l'impression qu'on ne peut plus s'écarter de ça et on est lié pieds et mains et qu'on n'a plus le choix que de dire, en tout cas, d'autoriser à ce personnage, en tout cas, à un moment donné, d'avoir ben, le contrôle sur tout. Pierre-Emmanuel, vous avez fait pour le documentaire et votre ouvrage hein, de très nombreux vous avez recueilli de très nombreux témoignages dans de nombreux pays. Je crois qu'il y a à peu près peut-être une trentaine de pays, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est donc des gens qui ont subi des violences sexuelles, qui sont allés même parfois jusqu'au viol? Est-ce que c'est cette notion de sacrifice, du don de soi, vous le retrouvez? C'est un fil conducteur un petit peu sur tous ces témoignages. Alors, l'enquête a été faite dans 6 pays, mais pour faire cette enquête, je me suis déplacé dans 6 pays, mais j'en ai eu beaucoup plus, effectivement. J'ai eu à travailler avec beaucoup plus. C'est un point commun. Encore, j'entends Isabelle de Mongeau que voilà, j'ai la chance et l'honneur de connaître depuis maintenant près de 13 ans. Et ce qui est terrible, c'est d'entendre toujours les mêmes phrases quoi, dans la bouche des victimes, et même de celles qui ne sont pas victimes d'ailleurs. C'est-à-dire, effectivement, on est dans l'ordre de l'abandon. C'est pas le don, c'est l'abandon. C'est à un moment donné s'effacer pour faire en sorte que ce soit. C'est comme si un peu, c'est ce que je raconte à un moment donné dans mon travail, c'est que finalement, aux yeux des fédérations, celui qui fait la médaille, c'est pas l'athlète presque, c'est l'entraîneur. Celui qui a de la valeur, c'est l'entraîneur. C'est lui qui, à un moment donné, va former, va voilà, qui a comme Pygmalion, qui va prendre cette espèce de glaise là, brute, qu'on lui donne d'ailleurs de plus en plus jeune, et qui va en faire un athlète, voilà, grâce à son savoir, grâce à l'obéissance, grâce au don, au don de soi, grâce à la confiance des parents, et puis grâce à la réalité de son savoir, et puis de la machine qu'il y a derrière, évidemment. Mais c'est vrai que ça passe encore aujourd'hui beaucoup trop souvent par une soumission dangereuse, Ouais, une si elle n'est pas soumission maîtrisée. ouais, qui peut aller très très loin. Alors, votre reportage, d'ailleurs, l'ouvrage démarre de la même manière avec Paul Stewart, hein, qui a été international britannique, hein, le footballeur, qui a gagné la Coupe d'Angleterre et qui a subi très rapidement d'ailleurs, qui a subi dès le premier jour, hein, je crois, ou dès le début de l'entraînement, un viol d'ailleurs de son entraîneur Frank Roper. Et ce qui est intéressant et que je retiens de ce que vous avez noté sur votre bouquin, tu sais, c'est ça qu'il faut faire si tu veux devenir un footballeur. Et j'ai l'impression que dans le monde du haut niveau, qu'il y a des passages obligés et que je parlais de sacrifice tout à l'heure, il est à la fois physique, on laisse tout de côté, hein. Isabelle parlait tout à l'heure, je ne suis pas allé voir l'été meurtrier en 1983 avec ma copine Sylvie parce que il fallait que je sacrifie ça pour mon tennis. On a l'impression que ce sacrifice, il peut devenir le don de soi, il peut aller très très loin, c'est le don de son propre corps, et c'est un sacrifice qui peut être sexuel aussi. Est-ce que Pierre-Emmanuel, vous le voyez aussi comme ça? Euh, alors évidemment, c'est ce contre quoi tout le monde se bat, enfin beaucoup de personnes se battent aujourd'hui. C'est inadmissible, ça ne doit pas être une règle. Mais c'est vrai
que ce que je dénonce, c'est un système, finalement. C'est-à-dire que le discours qui, moi, me choque et qu'on entend encore beaucoup, c'est de dire oui, mais enfin, il y a beaucoup d'abus sexuels, il y en a même plus d'ailleurs au sein des familles, il y en a beaucoup plus que d'inceste, par exemple, que dans le sport, évidemment. Mais quand on va au restaurant, il y a peut-être des intoxications à la maison. Quand on va au restaurant, c'est pas pour être intoxiqué, parce qu'on paye, parce qu'on fait confiance, parce qu'il y a des gens qui ont un savoir, qui ont un savoir-faire. Bon, mais je crois que dans le sport, c'est pareil. On ne peut pas se contenter de dire que c'est une structure comme une autre où il se passe la même chose que dans le reste de la société. Le sport, à un moment donné, doit être un lieu d'excellence. Alors, dans le haut niveau, forcément, mais même ailleurs, ça doit être le lieu d'un certain nombre de respect, d'apprentissage de la discipline, mais d'apprentissage de valeurs, d'apprentissage de façon de se comporter avec soi-même, de se comporter avec les autres. Hein, la place de l'adversaire, c'est quand même quelque chose. Hein, et je sais qu'on en a besoin aujourd'hui. Donc, ce qui me trouble, c'est que moi, je vois qu'aujourd'hui, pour revenir directement à notre débat, on voit quand même les enfants font du sport de quand même de plus en plus jeunes, et surtout dans les pays où le sport peut être un enjeu pour sortir de la misère, ou dans les pays où le sport devient une espèce, ou parfois c'est le cas aussi, le sport est un symbole du pays, dans un certain nombre de pays comme ça un peu autoritaires, je pense à la Chine, je pense, bon, etc., d'autres pays. Bon, et là, on voit du coup des enfants, la Roumanie de Ceausescu, on voit des enfants qui, à un moment donné, sont potentiellement investis par les parents justement pour obéir et à qui l'on dit voilà, il faut absolument réussir parce que ça va être une clé de réussite sociale, voilà, et peut-être même parfois de place économique. Alors c'est vrai que moi je suis frappé de voir à quel point là le rôle des parents peut être d'une certaine façon assez néfaste. Je pense par exemple à Agassi qui disait à un moment donné que son père, comme ça, le forçait à taper. Il avait calculé que son père devait taper 2500 balles par jour, alors que ça faisait 17 500 balles par semaine, et que du coup, ça faisait plus d'1 million en une année. Et donc, Tout voilà. à fait pour être. Oui. Et donc il avait ce couteau sous la gorge comme ça et cette obligation de réussite. Donc du coup, l'enfant, ben, quand il se retrouve dans une situation difficile, ça lui est vraiment difficile pour lui de parler parce que c'est pas seulement son rêve, c'est aussi le rêve de ses parents. Donc quand il est très jeune, il est réifié. Voilà, il est une espèce de chose et je crois que là, il faut être extrêmement vigilant à cette façon, à essayer de comprendre ce que veut vraiment l'enfant. Et je crois que le fait que les enfants commencent aujourd'hui, voilà, c'est des enfants qui commencent à 4 ans, à 3 ans, enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Là. À un moment donné, je pense c'est important qu'il y ait un certain nombre d'autorités dans le sport et hors du sport qui mettent le haut là. Ouais, l'exemple d'André Agassi est édifiant et il rejoint tout à fait ce que dit Stéphane Proya, qui est psychologue et qui est à Montpellier, avec lequel j'ai très longtemps travaillé et qui a écrit un livre que je vous conseille aussi, qui est La face obscure de l'élitisme sportif, où il dit, alors, il revient sur cette notion, c'est un peu les services qu'on fait pendant des heures et des heures. D'ailleurs, Isabelle, vous allez nous dire, hein, vous aviez des journées bien remplies dès le matin jusqu'à tard le soir où le corps aussi est particulier. Vous parlez de l'inceste, etc. Mais on est quand même sur des zones favorables, et on l'a vu précédemment sur d'autres interventions ce matin, où le corps est magnifié, chéri, désiré, etc. Mais il devient un instrument quelque part. Et certainement qu'il y a le corps et puis on est un petit peu à côté. Et Stéphane Proya parle de corps machine, de corps appareillé. Moi, je parle même de corps prostitué aussi, ce qui permet de faire le lien avec les violences sexuelles. Isabelle, dans votre bouquin, on voit les journées que vous faites qui sont absolument. Vous démarrez très tôt le matin et vous finissez tard le soir. Et vous étiez jeune déjà à l'époque. Est-ce que ce corps instrumentalisé, vous l'avez vécu ainsi? Ah oui, tout à fait. Bah, aujourd'hui, comme dit Pierre-Emmanuel, on commence à 3 ans, 4 ans. Donc, c'est terrible. Moi, j'ai commencé qu'à 11 ans. Mais forcément, il y a des séquelles énormes. Et je pense qu'il faudrait protéger l'enfant avant le sport, en fait. Il faudrait absolument que, en tout cas, l'enfant passe avant les ambitions des uns et des autres. Et forcément,
je dirais que moi, ce qui s'est passé, c'est que aussi il y a eu des victoires, il y aurait peut-être eu des défaites, peut-être que j'aurais décroché, peut-être que j'aurais quitté ce lieu bien plus tôt que prévu. Ça va jusqu'au point d'accepter aussi, même quand on quitte son bourreau, c'est d'accepter de rester dans le même milieu et de continuer à sentir qu'il n'est pas si loin que ça. Et c'est des conséquences qui sont énormes, puisque moi, à l'époque, je n'avais pas pu porter plainte. Et forcément, moi, j'ai constamment joué au tennis avec cette épée Damoclès constamment, qui était son regard, qui était toujours présent. Donc, c'est des grosses décisions de quitter une carrière, de quitter un certain nombre d'années de sacrifice et un métier, puisque donc, globalement, dès l'âge de 18 ans, 19 ans, je gagnais ma vie. Donc, forcément, c'est des grosses conséquences et tout cela, vous amène en tout cas, m'amène aujourd'hui à réfléchir sur tout ça, justement, parce que il faut qu'on aide absolument et que on sensibilise chacun des humains qui sont sur cette planète, les parents, les dirigeants. Et il faut que, enfin, moi, je proposerais presque un pacte, en tout cas de départ, qui serait signé par les dirigeants, l'enseignant et le sportif et la sportive, avec des accords et bien évidemment pas d'isolement, de ne plus isoler plus aucun sportif, en tout cas de leur pratique. Ouais, alors, quand vous parlez de sacrifice aussi, je suppose, vous avez démarré à 11 ans, vous êtes, même déjà à l'époque, je pense qu'il y en avait qui devaient démarrer très très tôt le tennis, hein. Pierre-Emmanuel parlait de Ouais, 3-4 ans. c'était pas encore à la mode. C'est venu après où ça a commencé, les écoles de tennis ont commencé à ouvrir le tennis à des 3 ans, 4 ans. Ça, c'est le petit tennis, on l'a appelé. Mais c'est venu bien après. Après, moi, c'est vrai que j'avais un don. Je crois que j'avais vraiment ça. Et ce qui m'a permis de monter très rapidement. Et puis, il y avait cette concurrence aussi. Il y avait aussi ce combat de combattre aussi une fédération, puisque globalement, cet entraîneur nous obligeait à rester chez lui. Donc, finalement, on n'avait pas le financement prévu pour pouvoir financer une carrière. Donc, du coup, il y avait la gratuité de ce qu'il proposait à mes parents. Et on se rend compte, enfin, moi, depuis quelques temps, je me rends compte que malheureusement, des mamans ont été aussi prises par des décisions importantes, puisque je me suis rendu compte que certaines agresseurs, en fait, avaient agi ou avec des mamans ou avec leurs élèves. Donc, en fait, c'est ou la maman ou la jeune fille. Donc, c'est des deals, en fait, pour que la pratique ne coûte pas cher. Et ça, Oui, c'est terrible. vous parlez de sacrifice, le sacrifice parce que quand on démarre tôt, même si vous avez démarré à 11 ans, je suppose que les études, vous les avez pas tellement suivies parce que vous n'aviez pas trop le temps. Je ne sais pas à quel âge vous J'ai avez fait par arrêté. correspondance. J'ai arrêté l'école en troisième, puis après j'ai fait par correspondance jusqu'au bac, que je n'ai pas passé. Donc j'avais le lien encore avec l'école un certain temps jusqu'en troisième. C'était bien agréable au collège de Saint-Tropez. Mais c'est vrai qu'après j'ai décroché et en fait j'ai été isolée chez moi. J'avais ma maman qui m'aidait un petit peu pour mes études. Mais voilà, ma vie, c'était le tennis, c'était l'entraînement. J'habitais juste à côté, donc c'était simple. Mais malheureusement aussi, c'était l'occasion aussi de pouvoir, à ce qui, en tout cas, décide à quel moment ça serait, et c'était sa décision à lui. Et le fait de ramener les enfants chez eux en voiture, de les faire accompagner par les entraîneurs, il faut absolument cesser ce genre de choses. Il ne faut plus que les parents acceptent, sous prétexte que ça les arrange et que de laisser des entraîneurs pouvoir agir après, parce que ça, c'est ouvrir la porte à plein de choses, quoi. Bah oui, ça va très très loin, on y reviendra tout à l'heure. Pierre-Emmanuel, sur ces notions de sacrifice, on parle de double projet aujourd'hui, sportif et scolaire, mais bon, c'est surtout dans les textes, c'est un peu plus compliqué sur le terrain. Puis ça existait moins déjà à l'époque d'Isabelle. Pour revenir à Paul Stewart, le footballeur britannique que vous connaissez bien, avec lequel vous êtes entretenu pendant 3 journées complètes, il parle de plan B, c'est-à-dire à partir du moment où il était de Manchester, il allait être mineur ouvrier, c'était
ce qu'il attendait. Et pour lui, la seule porte de sortie, c'était ça. Il a été déscolarisé assez vite. Le plan B est important parce que si on n'a pas de plan B, c'est-à-dire un autre métier, si on n'est pas formé pour autre chose, ben, le risque, c'est qu'on sacrifie tout. Oui, alors je crois que là, il y a plusieurs plans, j'allais dire. Il y a la question des mesures pratiques. Et je pense qu'aujourd'hui, alors que la France, enfin, oui, enfin, Isabelle, hein, arrive à la question de qu'est-ce qu'on fait et commence à prendre des mesures. Et encore, je pense à Catherine aussi, Mouillon-de-Bec, que je salue. Donc, bref, donc il y a la question des mesures pratiques. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire qui sont très concrètes, ça va des douches jusqu'à est-ce qu'on fait les massages ou pas, comment on s'exprime, etc. Tout ça, je ne le renie pas et c'est très important. Moi, si vous permettez, moi, je pense que c'est aussi, et on abordait ça en début de notre entretien, aussi une question finalement de qu'est-ce qu'on veut faire avec le sport et qu'est-ce qu'on veut faire avec le sport avec les enfants. Je crois que y a une question. On voit qu'il peut y avoir des situations qui ne débouchent pas sur des violences sexuelles, mais qui débouchent sur d'autres violences, qui sont des violences d'ordre psychologique ou sur des violences physiques. Je crois que le judo, par exemple, bruisse de choses de cet ordre aujourd'hui. Je crois que finalement, les violences sexuelles sont une des branches des violences qui sont exercées sur l'athlète en général. Quand ça se fait sur des majeurs vaccinés, la question se pose moins, même si elle se pose, par exemple sur la question du dopage, qui est aussi une forme de violence. Quand c'est fait sur des enfants, là, il y a la nécessité, et je dirais même l'obligation impérative pour les adultes, à un moment donné, de dire on met des barrières. Parce que si on ne les met pas, effectivement, il y a une machine qui se met en place avec une volonté d'atteindre des résultats. Et peut-être que, effectivement, alors Isabelle était très douée, elle a eu des résultats extraordinaires en commençant à 11 ans, mais il y a sans aucun doute de meilleurs résultats si on commence un peu plus tôt, et puis encore plus tôt, et encore plus tôt, et encore plus tôt. Bon, on ne peut pas systématiquement compter sur les parents. Il y a des parents qui peuvent avoir des comportements pervers. Il y a des parents, dans l'histoire, vous parliez de l'histoire de Paul Stewart tout à l'heure, ce qu'on appelait les scouts, les types qui allaient presque faire la sortie des écoles le dimanche, alors c'est pas l'école, mais il allait voir les matchs le dimanche après-midi, et qui repérait les gamins les plus doués. Il filait une enveloppe de billets, souvent, aux parents, en leur disant, voilà, je vais le faire signer dans tel club. Alors, la loi nous oblige à ce que le gamin ne puisse pas signer. À l'époque, c'était 14 ans. Bon, la loi en Angleterre a changé. On parle là sur des faits qui ont une trentaine d'années. Mais en fait, c'est un problème qui est rémanent en Angleterre aujourd'hui, hein, celui-là dans le football en particulier. Bon, eh bien, les parents touchaient une petite enveloppe. Bon, alors c'est pour ça, moi, que je me retrouve à parler à un moment de Pinocchio. Dans mon bouquin, je parle de Pinocchio. Pourquoi? Mais parce qu'à un moment donné, on a grand coquin il va soudoyer celui qui va les amener sur la planète, sur l'île magnifique où il va être transformé en âne. Bon, il va les soudoyer avec une enveloppe. Donc là, je pense qu'il faut faire attention. On a un système on a une chose qui est extraordinaire, qui est le sport, comme je le dis dans le livre, je connaissais mal, mais que j'aime de plus en plus. Et malgré mon âge, que je commence à faire de plus en plus. Non, mais je veux dire, il y a des barrières à mettre qui sont des barrières d'ordre culturel. Et je crois que c'est pour ça que c'est difficile et que c'est pour ça que ça prend du temps. C'est que si on critique à un moment donné le culte du résultat à tout prix, eh bien là, on arrive face à des barrières et on touche à des problèmes qui sont des enjeux économiques, qui sont des enjeux politiques, qui sont des enjeux symboliques, qui sont des enjeux familiaux. Le sport est le lieu où on apprend à dépasser les limites. Eh bien, je crois que là, on touche à des limites. Et il faut remettre des limites au fait qu'on ne puisse pas dépasser des limites. Remettre un cadre à différents acteurs, hein. On parle beaucoup de l'entraîneur et de l'emprise de l'entraîneur, mais il y a également les parents. Vous avez tout à fait raison de souligner. Isabelle, je reviens avec vous. Vous en parlez tout à l'heure. Si je peux juste Allez-y. rebondir 2 secondes là-dessus, sur ce que je viens d'entendre. En fait, nous, on nous a empêchés, dans son centre d'entraînement, de nous instruire, d'essayer de comprendre, de nous ouvrir vers l'extérieur. Donc, presque, on ne lisait pas.
ou en tout cas, c'était les bouquins qu'il voulait nous faire lire. On n'allait pas au cinéma ou on n'allait qu'avec lui. On était sur les tournois dans les plus grandes villes du monde, on sortait pas. On n'était pas en train de se dire, tiens, c'est intéressant d'aller visiter un petit peu les monuments, enfin tout ce que ça. Donc en fait, on en arrive à nous enlever tout notre être intérieur de réflexion. Et derrière, je crois qu'en France aussi, on a un peu cette idée-là, c'est le sport. On est bête un peu, on n'est pas assez intelligent, mais finalement, on a une grande force en nous. Nous, les sportifs, on a des capacités extraordinaires, mais on nous met dans la tête qu'à un moment donné, ben non, on a été qu'un bras et une raquette, et finalement, ben voilà, on ne peut pas faire autre chose. Donc, on n'a pas d'ouverture. L'ouverture, elle est zéro, il n'y a pas de plan B, quoi, en fait. Faire confiance au journal d'équipe, à un journaliste, une maman qui disait que si sa fille doit être harcelée sexuellement ou même violée pour atteindre le haut niveau, c'est tout à fait normal, il faut passer par ça. Donc on a vraiment des parents qui vont très très loin, des fois même plus loin que l'entraîneur. Et Isabelle, dans votre bouquin, vous dites que les parents puissent en remettre autant à un entraîneur. Je suppose que vous parlez de vos parents. J'en revenais pas. La confiance absolue pour les parents, votre entraîneur, euh, donc Régis, c'était Dieu. Donc ça va très très loin, Isabelle. Bien sûr, c'était Dieu, bien sûr. Moi, j'ai deux frères, une sœur qui n'étaient plus là. Et forcément, moi, je suis arrivée, je suis la dernière. Dans le village, c'est vrai que les résultats arrivant de plus en plus dans les championnats, ben, on commençait à prendre pas mal d'importance. Mes parents étaient de plus en plus connus aussi. Donc, il y avait cette forme de Fierté? côté. Comment? De fierté Oui, peut-être? de fierté qui fait que c'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, il avait joué aussi un rôle déterminant vis-à-vis de mon père, qu'il avait mis un petit peu organisateur de tous les voyages, puisqu'on était deux avec Nathalie Tosia. Et donc, on lui avait donné des tâches. Donc, en fait, mes parents étaient aussi ceux qui devaient me surveiller. On lui avait donné toute la confiance nécessaire le soir quand je rentrais d'entraînement. Alors, Régis, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, je partais dans ma chambre ou sous la douche très vite parce qu'il fallait que je me lave. Les parents Euh, sont sous emprise. Les parents sont sous emprise également. Ils sont donc, également sous emprise. pareil, Oui, tout à voilà, fait. c'est Et une c'est la chance même que chose. Ils l'entraîneur. subissent la même chose. Et comme je disais, et même certaines mamans, en tout cas, peuvent aussi subir les violences aussi de la même façon et les accepter parce qu'elles sont trop fières, parce que si elles peuvent moins payer que les autres, c'est bien. Si elles peuvent obtenir des entraînements supplémentaires, c'est mieux. Si l'entraîneur peut les accompagner sur des tournois, c'est mieux. Si l'entraîneur peut les ramener, c'est plus simple. Et donc forcément, ben, les parents, ils ont plus de notion à un moment donné, quoi. Ils perdent de pied et Gourou, c'est là où, le gourou, c'est l'entraîneur gourou. Bon, voilà. ça se met en place petit à petit. Alors Pierre-Emmanuel, on peut aller sur la prévention. Est-ce qu'il y a des portes de sortie? Est-ce qu'il y a des choses peut-être à faire? On évoquait des situations qu'il vaut mieux éviter, hein, dormir à se doucher avec sa propre athlète ou son propre athlète, parce qu'on parle beaucoup de filles, mais il ne faut pas oublier aussi les garçons et les violences Bien sûr. entraîneurs et garçons. Hein. D'ailleurs, c'est très bien, Mm. Pierre-Emmanuel, d'avoir démarré là-dessus votre reportage, parce qu'au moins, on a une représentation un peu différente des violences sexuelles qui s'imitent souvent aux jeunes filles. Donc ça, c'était très très bien, je trouve, avec ce qui s'est passé en Angleterre, qui est absolument extraordinaire, quoi, dans le mauvais terme. Et Pierre-Emmanuel, comment peut-on voir en termes de prévention? Il y a quand même deux acteurs principaux. Il y a un système, certes, mais il repose sur deux acteurs que sont les parents avec par procuration par rapport à leur enfant et l'entraîneur. Ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés pour. Alors, ce n'est pas des pervers dès le départ. C'est le système qui les amène à ça. Est-ce qu'il faudrait former les entraîneurs, former les parents? Isabelle, vous parliez de pacte tout à l'heure, de charte à signer. Comment voyez-vous les choses Ouais, pour... ouais. Oui, Pierre-Emmanuel, Isabelle après? Comme vous voulez. Allez, Pierre-Emmanuel. Euh, je crois que c'est un tout.
Alors, excusez-moi d'être aussi généraliste. Moi, je parle, je saute un peu, je court-circuite votre réponse. Ça ne va pas vous faire votre affaire. Mais soit je suis dans l'analyse de ce qui ne marche pas, soit je suis sur un plan très généraliste. Les mesures pratiques, moi, je vais dire quelque chose. Je n'ai pas la prétention, même si j'ai travaillé intensément et je continue à le faire depuis 3 ans, d'être aussi qualifié que des Kant, des Lyotard, des Tinevertomen, des Hartil, des Brulofs, etc. Il y a des groupes, il y a notamment l'IRNOVIS, IRNOVIS, qui est une réunion, voilà, un groupe qui s'est créé à l'initiative qui est dirigé par Tinevertomen, donc la chercheuse criminologue voilà, en Europe du Nord. Et donc, il y a des groupes, il y a des gens qui réfléchissent, 6 par an au Canada, par exemple, le Québec, font et d'autres, bon, je ne vais pas faire du name dropping comme ça éternellement, mais enfin voilà, il y a une approche scientifique rationaliste. On ne doit plus être au niveau des bonnes intentions. Voilà. Donc il y a des choses évidentes, mais je ne sais pas si cette conférence est le lieu comme ça pour énumérer, voilà, bon, évidemment, il y a des choses évidentes, oui, il faut faire attention. Voilà, on ne partage pas les chambres lors des déplacements pour faire des économies. Les entraîneurs ne font pas de massage de récupération, etc. etc. Bon. Mais je crois qu'il y a parce que je crois qu'on en est là, et j'espère qu'on en est là, il y a un moment en France, en Europe et dans le monde où on doit réinvestir le sport de façon globale. Les fédérations ne doivent pas être celles qui sont les seuls dépositaires des modifications à faire et de la charge de lutter contre la prévention. L'État ne doit pas se dédouaner de sa responsabilité. S'il n'a pas les moyens, eh bien c'est politiquement à nous tous de se battre pour qu'il les ait et pour que le ministère des Sports les ait. Mais l'État et la justice, par exemple. Mais la question de l'écoute des victimes, c'est soit à la santé, soit à la justice et à la police de s'en occuper. Ce n'est pas aux fédérations en interne. Évidemment qu'elles ont énormément de choses à faire, ce n'est pas la question, mais ce n'est pas à elles de faire le tri entre ce qui est grave et ce qui n'est pas grave. C'est en externe. Voilà. Et toutes les études, et mon travail, et toutes les études des spécialistes là-dessus le disent, ça ne doit pas être réglé en interne. Bon. Je pense que les médias ont un travail à faire. Aujourd'hui, on a entendu les victimes, on les a entendues. Alors, évidemment, moi, c'est mon métier plus que les autres, et puis c'est lourd à porter, donc peut-être que j'en ai un petit peu assez, mais je pense qu'elles ont besoin de paix. Voilà. Elles ont besoin de faire autre chose. J'entendais Sarah Abitbol qui disait à un moment donné, je m'appartiens à nouveau. C'est de ça dont il s'agit. C'est exactement de ça. On parlait en début de notre entretien de la question de à qui appartient le corps des athlètes. Mais enfin, il faut, voilà, qu'il leur appartienne à nouveau, qu'elles soient elles-mêmes, ces femmes ou ces hommes. Bon. Donc les médias, à un moment donné, ont peut-être à lever le pied sur quelque chose qui est de l'ordre du sensationnalisme et de l'écoute des victimes, dont on sait que ça peut souvent fonctionner. Bon, donc je crois que tout le monde doit Et puis je crois que le public, nous tous, citoyens, il faut peut-être à un moment donné éduquer, et au niveau des valeurs qu'on partage, éduquer le regard de chacun pour voir l'acte sportif, le spectacle sportif, car ça n'est aussi un, comme autre chose qu'un culte de la performance à tout prix. Il y a et c'est parfois le cas évidemment, hein, mais à un moment donné, il y a des histoires, même si on fait 10 centièmes de seconde de moins au 100 mètres, l'histoire sera belle et l'exploit sera magnifique. Voilà, donc on ne doit pas, à un moment donné, au niveau je reviens à cette problématique de valeur, je crois que le sport est mûr aujourd'hui pour être autre chose qu'une espèce de culte absolu du plus haut, plus vite et plus fort. Voilà. Il y a d'autres choses très très belles dans le sport et c'est au service, à l'État, aux associations, aux sportifs eux-mêmes, à tout le monde de s'en emparer pour qu'on commence à regarder le sport différemment. Si on commence à regarder le sport différemment, à ce moment-là, on verra derrière, par un effet de ruissellement, si l'on veut, on verra que petit à petit, ces actes diminueront parce que la pression pour qu'ils se produisent sera moindre. Isabelle, quand vous entendez ce discours, est-ce que vous Ah auriez oui, moi, souhaité une autre vision des choses? Est-ce qu'il y avait vraiment cette notion de réussite par procuration, ou est-ce que vous auriez souhaité qu'il soit accompagné par la fédération? Vous travaillez, et d'ailleurs vous avez une réunion dans quelques minutes avec la FFT là-dessus, puisque vous êtes référente sur les violences sexuelles, que les parents soient formés pour accompagner au mieux leur enfant.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai encore eu un exemple il y a 2, 3 jours où j'ai une maman d'un petit jeune qui est dans les 10 meilleurs Français en tennis et il a 11 ans. Et c'est vrai qu'elle est en panique, à savoir comment il faut faire, le mode d'emploi. Est-ce qu'il faut rester et garder son enfant chez soi? Est-ce qu'il faut l'envoyer dans des structures, les tennis études? Est-ce que on l'envoie à l'étranger? Est-ce qu'on le fait partir? Est-ce qu'on le laisse toujours avec le même entraîneur qui est devenu indispensable à sa réalisation, qui ne veut pas le lâcher non plus, parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut qu'on... Enfin, comme disait Pierre-Emmanuel, il faut qu'on change énormément de choses. C'est-à-dire que dans l'enseignement, il faut qu'on arrête de penser qu'on est les seuls et uniques à pouvoir faire avancer quelqu'un. Je trouve qu'il va falloir qu'on s'ouvre, il va falloir qu'on échange ensemble, il va falloir qu'on accepte peut-être de faire avancer un jeune garçon, mais à plusieurs, que chacun apporte sa pierre à l'édifice, mais qu'on arrête d'isoler les cas extraordinaires et qu'on essaye de même le tennis loisir, aujourd'hui, je suis en train de le découvrir, c'est que compter les points, aujourd'hui, je suis presque en train de me demander si un match, c'est si important que ça. Le comptage des points. J'en suis là, voudrais en faire un sport d'équipe plus qu'un sport individuel parce que tout de suite, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas bonnes dès qu'il y a des victoires et des défaites. Donc, en fait, il y a du stress et on se rend compte qu'avec le Covid aujourd'hui, eh ben, ça fait 1 an et demi qu'ils ne sont plus dans la compète. Et j'ai vu des jeunes joueurs qui jouaient très très bien la semaine dernière. Et en fait, je les ai vus bien dans leur peau, je les ai vus moins stressés, je les ai vus taper ensemble, prendre du plaisir rien que de taper dans une balle. Et ça m'interpelle et je me dis, bah, finalement, on n'a plus vu ce voile, ce visage fermé d'athlètes, de joueurs de tennis qui cherchent la performance, qui veulent absolument ou qui viennent de perdre et qui sont tristes. Et ça m'a interpellée. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse là-dessus. Ouais, Le merci. sport est là pour faire plaisir aux sportifs d'abord, pas aux autres. Le sport, c'est Ouais, d'abord pour les sportifs. tout à fait. C'est pas les valeurs du sport, c'est les valeurs du sportif. Je vais vous demander à chacun d'entre vous de bien vouloir conclure sur 30 secondes, 1 minute, sur des choses concrètes ou des perspectives d'action. Isabelle, vous démarrez? Tout à fait. Ben, en tout cas, moi, je veux remercier ma fédération qui m'a enfin ouvert la porte. Et il y a 4 aspects qui me semblent vraiment importants. C'est que le monde du sport doit devenir leader dans la protection des mineurs. On doit travailler sur la première prise de parole. Le club doit devenir un lieu où on est entendu. Et on doit absolument essayer de faire passer un langage positif, des critiques constructives autour du sportif. Voilà, je crois que ça, c'est le plus important aujourd'hui, c'est la ligne de conduite. Il faut qu'on aille dans ce sens-là et il faut qu'on aille sur le terrain. Évidemment, il va falloir qu'on aille rencontrer tous ces acteurs, que ce soit les dirigeants, les enseignants et les familles aussi. C'est important. Pierre-Emmanuel? Ben, je trouve cette phrase, cette idée et cette ambition extrêmement belle. Le sport doit devenir leader dans la protection de l'enfance. Voilà. Il ne doit pas être à la traîne, comme disait Roselyne Bachelot dans mon livre, mais il doit être devant, là, pour le coup. Je pense qu'effectivement, il y a des choses concrètes qui sont en cours. Je pense à l'interview que j'ai faite justement dans mon livre de Roxana Maricineanu, dans laquelle elle parle d'elle-même, de la question de la collégialité des entraîneurs, d'un binôme. Donc c'est une piste peut-être justement, essayer de casser ce couple-là pour arriver sur quelque chose de plus triangulaire, de plus ouvert. Je crois que de façon générale, le sport doit rester un lieu de plaisir au service du sportif, un lieu et devenir de plus en plus un lieu d'excellence et d'apprentissage de rapports humains basés sur le respect de soi. Et on revient sur la question du dopage, par exemple, sur la question des limites, sur la question de la douleur, et le respect de l'autre, de l'adversaire. Et Dieu sait que nous en avons besoin aujourd'hui. Peut-être même qu'il faudrait rajouter le respect de la nature, quand même, parce que le sport, c'est aussi quelque chose qui souvent qui se fait dans le respect de la nature. On a besoin que le sport se remette sur des rails
et arrête de marcher parfois un petit peu trop sur la tête. Ben, merci Pierre-Emmanuel, merci Isabelle d'avoir éclairé de votre expérience, grande Merci à vous. expérience sur ce sujet. Et surtout, ces notes positives, parce que c'est vrai que quand on parle de violence sexuelle, c'est une vision extrêmement négative, et même criminelle d'ailleurs, et délictuelle. Et là, c'est de terminer sur des notes positives, c'est très très important. On a plein de choses à faire. Le chemin est encore long. Et en parlant de chemin, je voulais vraiment remercier tous les gens qui ont contribué à me mettre d'ailleurs sur ce chemin. Peut-être vous aussi, Pierre-Emmanuel. Vous parliez tout à l'heure de Catherine Mouillon-Debec. Je pense aussi à Michel Rouverol, que je connais personnellement. Ces deux lanceuses de marteau qui ont lancé cet appel-là. Isabelle en 2007 qui a rompu le silence et c'est compliqué. Et puis plus proche de nous, Sarah Abitbol, sans oublier, et vous en parliez tout à l'heure, des chercheurs qui nous accompagnent aussi, on a besoin d'eux. Euh, bon, bien sûr, Greg Descamps, Philippe Lyotard, avec qui je travaille depuis une vingtaine d'années, et puis tous les étrangers, mais je crois qu'ils sont peu nombreux, il y en a une vingtaine dans le monde qui travaillent uniquement sur les violences sexuelles dans le sport, donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a tout un travail, Et et les nous sommes aussi associations, des associations, ouais, le bar. oui, oui, tout à fait, que je connais bien, qui était mon homologue aussi il y a quelques années comme médecin conseiller à la DRJSCS d'Île-de-France. Et tous ensemble, on est sur le même chemin, on va dans le même sens. Et au final, on va pour le respect du sportif et des autres. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, Pierre-Emmanuel. Vraiment, un grand merci à vous deux. Et le Et, respect de la parole. et la liberté de la parole, bien sûr, Isabelle, Le c'est très respect de important. la parole, parce que si je peux juste rebondir sur Sarah Abitbol, c'est que la différence entre mon témoignage en 2007 et le sien, c'est que moi, quand j'ai témoigné, on ne m'a pas cru. Et ça a mis 10 ans, 12 ans pour que les gens, enfin, pensent que j'avais bien été violée. Et concernant Sarah, bah, quand elle a écrit son livre, ça a été une bombe et personne n'a douté une seule seconde de ce qu'elle avait subi. Donc le respect, c'est le respect de la victime, je dirais, pas du bourreau. Ouais, mais Isabelle, si Sarah Abitbol a été entendue de suite, c'est grâce à vous, entre autres. Parce que vous avez fait du travail avant et c'était un petit peu long peut-être pour que Oui, ça mais se bon, démocratise. c'est comme ça. Chacun a son temps, son timing pour Ouais. délivrer les choses. J'en ai assez d'entendre pourquoi vous avez mis aussi longtemps à parler, mais moi j'ai envie de dire pourquoi vous avez mis si longtemps à nous entendre, en fait, à nous écouter. Adrien Taquet disait récemment lors de la convention sur les violences sexuelles dans le sport organisée par le ministère des Sports que peut-être c'est pas la parole qui s'est libérée, c'est l'écoute. Voilà, on Ouais. est prêt aujourd'hui, on est prêt. Il faut travailler là-dessus. Chacun avec sa pierre à l'édifice et voilà, tous ensemble Et dans le même. et la ministre a été à l'écoute.